Certains, dont moi, n'oublieront jamais. C'était le 6 novembre 2004 en Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire coupée en deux suite à un coup d'État manqué visant le président d'alors, Laurent Gbagbo. Un coup d'État manqué transformé en rébellion armée pilotée depuis le Burkina Faso voisin, alors dirigé par Blaise Compaoré, homme d'influence au service de Jacques Chirac. Depuis l'avant-veille, l'armée ivoirienne avait entrepris de reconquérir les territoires perdus de la République et de franchir la frontière intérieure imposée par la France et l'ONU, une large bande de terre appelée zone de confiance. La souveraineté de l'État est en train d'être reconquise, les rebelles sont en déroute quand l'inattendu arrive. Le 6 novembre, 2 avions de chasse décollent de Yamoussoukro direction Bouaké. Ils survolent alors la base où stationnent les Français de la force Licorne et l'un des avions tire. 9 soldats sont tués, 38 autres blessés. Rapidement, l'armée ivoirienne est pointée du doigt, mais Laurent Gbagbo, à l'époque président, s'en défend. À l'époque, le pouvoir français choisit la voie de la confrontation, détruit la quasi-totalité de la petite flotte aérienne ivoirienne, occupe des lieux stratégiques du pays et l'armée française tue plusieurs dizaines de jeunes Ivoiriens qui descendent dans la rue pour contester l'emprise de l'ancienne puissance coloniale sur leur pays. Progressivement, on se rend compte que Paris sabote de plusieurs manières l'enquête sur l'assassinat de ses propres soldats, a aidé à l'exfiltration des mercenaires biélorusses qui sont responsables de leur mort. Des mercenaires recrutés par le gouvernement ivoirien par l'entremise d'un ancien gendarme français, Robert Montoya. Au point où l'avocat des familles des soldats français, d'abord persuadé de la culpabilité du pouvoir ivoirien, a osé, dans un livre paru en 2020, émettre ouvertement l'hypothèse la plus logique, celle d'un coup monté orchestré par le gouvernement français de l'époque, au sein duquel l'actuel Premier ministre Michel Barnier était, rappelons-le, ministre des Affaires étrangères. Ce bombardement fut un prétexte pour pouvoir se débarrasser de Gbagbo. Disons que le dossier le démontre à 99%. Mais vous parlez même d'un coup monté. Quand je dis un prétexte, c'est un coup monté. De fait, toutes les tentatives de faire la lumière sur cette affaire ont échoué. À Paris, on a dit non à une commission d'enquête parlementaire, non à une procédure contre les responsables français de l'époque devant la Cour de justice de la République. Et une parodie de procès s'est tenue par contumace en l'absence des pilotes et des copilotes en 2021 pour enterrer définitivement l'affaire. Mais voilà, cet événement aura bientôt 20 ans. Cela fera aussi 20 ans que se poursuit l'impunité des militaires français qui ont tué des jeunes civils ivoiriens et même un journaliste, Antoine Massé, dont j'étais le rédacteur en chef. C'est dans ce contexte que Thomas Hoffnung, journaliste pour Libération à l'époque des faits et désormais chef du service international à La Croix, publie un livre intitulé Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique. Et le principal objet de son livre, c'est de réfuter la thèse de Jean Ballon, donc de blanchir les autorités françaises de l'époque. Le problème est qu'il raconte des bobards totalement démentis par de nombreuses pièces du dossier judiciaire. Il développe ainsi la thèse du feu orange. Selon lui, Jacques Chirac et son gouvernement n'étaient pas absolument opposés à la reconquête militaire du pays par l'armée loyaliste, donc ne pouvaient naturellement pas la saboter. Il a expliqué dans une interview accordée à RFI. En novembre 2004, le gouvernement français est coincé en Côte d'Ivoire depuis 2002, depuis la tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo et la partition du pays. La France s'est interposée entre les rebelles de Guillaume Soro et le régime de Laurent Gbagbo et la France est coincée entre les deux. Elle prend des coups de tous les côtés. Et en novembre 2004, on voit qu'on a des renseignements qui expliquent que Laurent Gbagbo va probablement lancer une offensive. La France décide de laisser Gbagbo attaquer. C'est ce que j'appelle dans le livre le feu orange. On sait qu'il y a des équipements, des munitions qui arrivent, qui sont d'ailleurs livrés par un marchand d'armes français, Robert Montoya. Et donc, on pense au contraire que pour sortir de la nasse, en quelque sorte, il faut laisser Gbagbo attaquer. On verra bien ce qu'il en ressort. Soit ça réussit et les rebelles sont obligés de désarmer, et on en a fini avec cette mission d'interposition. Soit Gbagbo échoue, et alors peut-être qu'il y aura un plan B à Abidjan, peut-être que l'armée ivoirienne, pourquoi pas le chef d'état-major de l'époque, prend le pouvoir, mais en tout cas, on laisse Gbagbo attaquer. Donc je ne pense pas du tout que ça soit un coup franco-français qui est mal tourné, qui était destiné à déposer, à renverser Laurent Gbagbo. En réalité, Paris a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher que cette offensive défensive, l'armée ivoirienne, se produise. Une note déclassifiée de Michel de Bonnecorse à Jacques Chirac, datée du 2 novembre 2004, 2 jours avant le début de l'offensive, liste les messages que le président français doit passer à son homologue ivoirien. Il ne s'agit pas d'un feu orange, mais de menaces. Extrait.
Si les Fancy cherchaient à prendre position dans le nord, il est clair que les risques seraient grands pour la Côte d'Ivoire. Isolement diplomatique, risque de massacre dans les populations civiles, effet boomerang à craindre, les Fancy peuvent peut-être prendre des gages dans le nord, mais pourront-ils les conserver ? Les rebelles ne saisiront-ils pas l'occasion pour prendre des gages au sud ? Au-delà de cette analyse qui vise à décourager le pouvoir ivoirien, une menace plus explicite est proférée. En cas d'attaque, nous avons un mandat des Nations Unies. Nous serons obligés de le remplir. Traduction, nous allons nous interposer, nous allons vous bloquer. Il n'y a donc pas de feu orange. On est face à un feu rouge. Mais la menace française relève également du coup de bluff et Abidjan le sait. Comme l'admet le général Georges Lain, chef d'état-major particulier du président de la République française à l'époque, dans une note précédente à Jacques Chirac. Car le mandat de la France la rend dépendante de l'attitude des forces de l'ONU en Côte d'Ivoire que les forces françaises ne peuvent pas précéder. Or, il y a un hic, le mandat de l'ONUCI ne lui permet pas vraiment d'affronter l'armée ivoirienne si cette dernière veut monter dans le nord du pays. Et la France agit pour changer ce mandat et pouvoir bloquer Gbagbo, comme l'indique une note du général Georges Lain à Jacques Chirac le 5 novembre 2004, c'est-à-dire au lendemain du début de l'opération César, aussi appelée opération Dignité. À l'ONU, notre représentation a agi, selon vos directives, pour faire modifier les règles d'engagement de l'ONUCI. C'est à l'heure actuelle le département d'État américain qui bloque ce dossier. Nos diplomates s'efforcent d'obtenir un assouplissement de sa position. Les échanges téléphoniques de Mme Alliot-Marie avec les différents chefs d'État africains n'ont pas apporté d'éléments nouveaux. À noter, cependant, la position fermée du président Wade, qui se dit hostile à tout durcissement des règles d'engagement de l'ONUCI. Le président Wade est le président d'alors du Sénégal et c'est un général sénégalais qui dirige les troupes de l'ONU en Côte d'Ivoire. Si la France insiste pour obliger ses troupes à s'opposer militairement à l'armée ivoirienne, Abdoulaye Wade menace de rappeler son général. Bref, Paris veut empêcher la reprise du Nord par Gbagbo, mais ne le peut pas dans le cadre multilatéral. C'est alors que se produit la divine surprise de l'attaque de Bouaké, qui lui donne un prétexte pour agir seul, au nom du droit à ce que Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Défense, appellera la légitime défense élargie. Une autre note du général Georges Lain à Jacques Chirac prouve que Paris se préparait à intervenir d'une manière ou d'une autre. Cette note est datée du 6 novembre, le jour du bombardement de Bouaké, mais avant le bombardement en question. Les mouvements d'unité Fancy effectués dans la zone de confiance laissent penser à des préparatifs d'une possible action terrestre aujourd'hui, d'envergure limitée, essentiellement sur Bouaké. Conformément à vos directives, nous procédons aujourd'hui à la mise en place de 3 Mirage F1 à Libreville qui seront prêts à agir dès demain. On comprend donc que Thomas Hoffnung ment, le feu orange n'a jamais existé et Paris n'a jamais eu l'intention de laisser Gbagbo reconquérir le nord de son pays. Thomas Hoffnung n'est de manière générale pas très sérieux dans ses raisonnements. Voici comment il écarte l'hypothèse d'une erreur de tir ivoirien. Les rebelles se cachaient à proximité du camp français, ils avaient même installé des automitrailleuses tout près, se servant en quelque sorte du camp français comme d'un bouclier. Donc est-ce que l'avion ivoirien, le Sukhoi, piloté par d'ailleurs un mercenaire biélorusse, aurait fait une erreur, aurait visé les positions rebelles et aurait lâché son panier de roquettes trop tôt? J'y ai cru à un bon moment jusqu'à ce que j'aille à Abidjan pour essayer de rencontrer un certain nombre de protagonistes de l'époque et qui, je dois dire, se sont tous défilés quand j'ai essayé de les rencontrer, ce qui a suscité chez moi une certaine forme de suspicion en me disant peut-être que effectivement ils ont quelque chose à cacher, toutes ces personnes. Thomas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas te parler qu'on est coupable. Ces militaires ivoiriens peuvent tout à fait ne pas assez te faire confiance pour te parler. Ils peuvent aussi être contraints au silence par leur hiérarchie. En réalité, la vraie question qu'il faut se poser est: pourquoi le pouvoir d'Alassane Ouattara, installé militairement par les Français en 2011, n'a-t-il pas livré à la justice française ces militaires de Gbagbo qui, dit-on, ont tué des soldats français? Et pourquoi les gouvernements français successifs n'ont jamais demandé leur extradition à leurs alliés ou au moins leur comparution devant les juges? Ces questions sont bien plus déterminantes qu'un refus de t'accorder une interview. Thomas Hoffnung se perd dans des descriptions façon livre d'espionnage, dans des détails inutiles sur des conversations anodines, dans des considérations sur la psychologie de tel ou tel officier. Mais il évoque, l'air de ne pas y toucher, le fond d'un scandale bien français, notamment le refus des autorités politiques de donner à la justice française les enregistrements des conversations dans le cockpit entre le pilote biélorusse et le copilote ivoirien,
par lesquels le scandale est arrivé. Le scandale, c'est la mort de 9 soldats français et d'un civil américain. Pendant l'enquête, puisqu'une enquête a été ouverte quelques mois après le bombardement de Bouaké, c'est les familles des soldats qui ont porté plainte pour tentative d'assassinat et assassinat. Donc une enquête a démarré et les juges qui se sont succédés, il y en a eu 4. Je crois que c'est la première, Brigitte Reynaud, qui avait demandé la déclassification de ces enregistrements. Et en fait, on lui a opposé le secret défense. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 20 ans, les langues se sont déliées quand même de temps en temps. Et par exemple, l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui était à l'époque aux commandes, à savoir le général Henri Bentéja, dit qu'il a entendu ces enregistrements et que ça va très très vite entre le pilote et le copilote. Et lui-même dit qu'on ne peut pas exclure que ce soit une erreur de ciblage. Donc ces enregistrements, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été versés dans le dossier et qu'on ne les ait pas entendus lors du procès. Je pense qu'ils auraient pourtant éclairé de manière cruciale les débats et la décision finale pour faire notamment toute la lumière. Je crois que les familles attendent toujours des réponses et le procès n'a rien résolu dans ce domaine. Il faut ajouter à cette entrave à l'enquête celle qui a consisté à laisser filer de manière tout à fait délibérée les pilotes biélorusses soupçonnés d'avoir tué des militaires français, on le rappelle, alors qu'ils avaient été arrêtés à Lomé au Togo et mis à la disposition des autorités françaises. Ou alors le courrier de Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Défense, au procureur auprès du tribunal de Paris, dans lequel elle se montre tout à fait réticente à la mise en examen de Robert Montoya, l'ex-gendarme français qui a loué à la Côte d'Ivoire les avions de guerre, les mercenaires et les roquettes qui ont tué les soldats de son pays. Mais tout ça, ce n'est pas le problème de Thomas Hoffnung qui lave plus blanc que ballon.